Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. La mort aujourd'hui d'un deuxième casque bleu français qui aurait été pris pour cible par des forces non étatiques au sud Liban relance les inquiétudes sur la sécurité des contingents de la force onusienne. À Paris, dans le contexte de la guerre au Liban, la question de la finule a été évoquée hier à l'Élysée lors de la rencontre entre le Premier ministre Nawaf Salam et le président français Emmanuel Macron. La finule, qui est déployée depuis près de 50 ans dans la zone frontalière avec Israël, est aujourd'hui plus exposée que jamais. Depuis 1978, renforcée après la guerre de 2006, la force intérimaire des Nations Unies au Liban est censée surveiller la cessation des hostilités et accompagner l'armée libanaise dans le sud du pays. Mais près de 20 ans après, le constat est sans appel. La finule n'a jamais réussi à imposer un véritable retour à la stabilité. Sur le terrain, les violations sont quotidiennes, survols israéliens, frappes, échanges de tirs et une présence de groupes armés en contradiction avec la résolution 1701. Dans ce contexte, les casques bleus se retrouvent pris entre deux lignes de front. Leur marge de manœuvre est limitée, leur rôle contesté et leur sécurité de plus en plus menacée. Les casques bleus des Nations Unies ne sont pas négociables et nous exhortons l'ONU et le Conseil de sécurité à mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour renforcer la protection des casques bleus dans un environnement de plus en plus dangereux. À Paris, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Au centre des échanges, la situation au sud Liban et l'avenir de la finule. Mais malgré ces efforts diplomatiques, sur le terrain, la réalité reste inchangée, car l'avenir de la mission est désormais compté. La France reste engagée dans la finule, dans toutes les missions qui sont prévues par la résolution pour celle-ci. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que nos soldats ont été attaqués, en exerçant strictement leur mission, en coordination étroite avec les forces armées libanaises. Pour l'avenir, il est évident qu'il faudra pour la sécurité et la stabilité du Liban une autre forme. Y aura-t-il un consensus pour que les Nations Unies donnent un nouveau mandat? Je constate avec joie et satisfaction que les États-Unis d'Amérique se penchent sur le berceau libanais.
qu'il nous aide à négocier une nouvelle résolution pour avoir un avenir pour cette finule. Il n'y aura pas de finule 3, ce n'est pas possible aujourd'hui d'avoir une finule 3. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas toujours besoin d'avoir une présence internationale au Liban. Bon, ce ne sera pas une finule 3, mais j'espère toujours qu'il pourrait y avoir un cadre onusien. Le Liban préfère toujours un cadre onusien, une résolution du Conseil de sécurité sur laquelle on pourrait s'appuyer. Pourquoi on veut une force internationale? À nouveau sur le front diplomatique. À la veille de discussions directes entre Israël et le Liban, un appel inédit relance les tensions. Cet appel qui fait réagir. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, exhorte le Liban à coopérer avec Israël contre le Hezbollah, mouvement libanais soutenu par l'Iran. Une déclaration faite devant des diplomates à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Un mouvement symbolique choisi pour adresser un message direct à Beyrouth. Travaillons ensemble contre l'État terroriste que le Hezbollah a construit sur votre territoire. Cet appel intervient à la veille de discussions directes entre Israël et le Liban prévues à Washington. Des négociations qui pourraient marquer un tournant dans les relations des deux pays. Mais la proposition israélienne place le gouvernement libanais face à une équation délicate. Coopérer avec un voisin en conflit ou maintenir ses équilibres internes. À la veille de ces discussions, les positions restent tranchées. Reste à savoir si cet appel ouvrira la voie à un dialogue ou accentuera les tensions. La guerre au Moyen-Orient entre dans une phase incertaine. Entre prolongation de trêve, tensions maritimes et pression économique, les équilibres restent fragiles. Un cessez-le-feu prolongé, mais une guerre loin d'être terminée. Le président américain Donald Trump a annoncé étendre la trêve en vigueur depuis le 8 avril entre les États-Unis et l'Iran, une décision qui maintient un fragile espoir diplomatique malgré un contexte toujours explosif. Car sur le terrain, la pression ne faiblit pas. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial, reste bloqué. Washington assume cette stratégie visant directement les ressources économiques de Téhéran. L'Iran s'effondre financièrement, affirme Donald Trump. Conséquence immédiate, les tensions en mer. Un cargo quittant l'Iran a été visé par des tirs et immobilisé. Au large d'Oman, un porte-conteneur a également été touché sans faire de victimes. Sur les marchés, l'incertitude domine. Les bourses européennes restent prudentes, tandis que les prix du pétrole reculent légèrement après une forte hausse. Malgré le blocus, l'Iran se veut rassurant. Le ministre de l'Agriculture affirme que l'approvisionnement alimentaire est sous contrôle grâce à la diversité des frontières du pays. Mais sur le plan diplomatique, les lignes restent tendues. De son côté, la Chine alerte. La région se trouve à un moment critique entre guerre et paix. Dans ce climat, les mesures se durcissent.
l'Iran a exécuté un homme accusé des liens avec des services de renseignement israéliens. Face au risque d'escalade, le Royaume-Uni réunit plusieurs pays pour envisager une mission navale défensive dans le détroit d'Ormuz. Objectif, sécuriser la navigation, mais seulement en cas de paix durable. Sur le front diplomatique, le Pakistan salue la prolongation de la trêve et tente de jouer les médiateurs. Mais les discussions restent fragiles, et certaines rencontres ont déjà été annulées. Entre cessez-le-feu prolongé et tensions persistantes, le Moyen-Orient reste suspendu à l'issue des négociations. Une paix encore incertaine, dans une région plus que jamais sous haute tension. L'Allemagne amorce un tournant historique dans sa politique de défense. Pour la première fois, l'armée allemande se dote d'une véritable stratégie militaire. À Berlin, le ministre allemand de la Défense annonce une réforme majeure de l'armée. Un changement présenté comme inédit dans l'histoire de la Bundeswehr. Dans un contexte international tendu, marqué notamment par la guerre en Ukraine, l'Allemagne revoit ses priorités stratégiques. Pour la première fois dans l'histoire de la Bundeswehr, nous adoptons une stratégie militaire. Le monde est devenu plus imprévisible et plus dangereux, affirme le ministre de la Défense. Objectif affiché, renforcer massivement les capacités militaires. Le plan prévoit jusqu'à 460 000 soldats opérationnels, incluant forces actives et réserves. Une montée en puissance progressive, organisée en 3 phases. D'abord, une augmentation rapide des effectifs d'ici 2029, pour garantir une capacité de défense immédiate. Nous avons besoin d'une augmentation rapide des effectifs afin de garantir une capacité de défense optimale, affirme le ministère. Deuxième étape, une expansion structurelle jusqu'en 2035. Elle reposera sur le développement de nouvelles capacités et l'introduction de systèmes d'armes modernes en lien avec les objectifs de l'OTAN. Les années 2029 à 2035 seront marquées par l'introduction de nouveaux systèmes d'armes. Au-delà des chiffres, une ambition claire, faire de l'Allemagne la première armée conventionnelle d'Europe. Un renforcement militaire qui s'accompagnera aussi d'un soutien civil accru au plus près des forces armées. Face à un monde jugé plus instable que jamais, Berlin assume désormais un repositionnement stratégique majeur. Une transformation profonde de la défense allemande qui pourrait redéfinir les équilibres militaires en Europe. En note finale, le pape Léon XIV poursuit sa tournée africaine, une visite marquée par des messages forts et des gestes symboliques au cœur d'un pays miné par les inégalités. Au 5e et avant-dernier jour de son déplacement, le pape Léon XIV est attendu dans une prison, tristement connue pour ses conditions de détention. Un geste fort dans un pays régulièrement critiqué pour ses violations des droits de l'homme. Le souverain pontife, âgé de 70 ans, s'est rendu à Mongomo, fief du président Teodoro Obiang. Devant des centaines de fidèles réunis dans la basilique, l'accueil est chaleureux. Dans ce pays où 80% de la population est catholique, héritage de la colonisation espagnole, la visite du pape revêt une importance particulière. Mais derrière les célébrations, un message politique. Le pape appelle à placer le pays au service du droit et de la justice. Une prise de position dans un régime autoritaire dirigé depuis 1979 par le président Obiang. Malgré ses importantes ressources pétrolières, la Guinée équatoriale reste marquée par de profondes inégalités. Une grande partie de la population vit dans la pauvreté, tandis qu'une élite proche du pouvoir mène un train de vie luxueux. Au programme également, une visite à la prison de Bata, dénoncée pour sa surpopulation et ses mauvaises conditions sanitaires. Le pape doit aussi rencontrer des familles et des jeunes dans un stade de la ville. Il rendra hommage aux victimes de l'explosion meurtrière de 2021, qui avait fait plus de 100 morts et des centaines de blessés. Cette visite s'inscrit dans une tournée africaine de 11 jours et de 18 000 km, après des étapes en Algérie, au Cameroun et en Angola. Entre foi, diplomatie et dénonciation des injustices, le pape tente de maintenir un équilibre délicat, soutenir les fidèles, sans apparaître comme un appui au pouvoir en place. Le pape Léon XIV clôturera sa tournée jeudi à Malabo, avant de regagner Rome. Un voyage intense, marqué par des messages engagés face aux fractures de ce monde.
C'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne soirée.